n'est pas encore arrivé à maturité pour avoir une femme présidente de la République. Et c'est vrai que c'est un peu déprimant en fait de se dire ça. Celle que je suis au moment de voir le jour, une petite paysanne dans une famille paysanne, dans une terre aride, et c'est pas pour rien que la terre du Rif, au nord du Maroc, a fourni beaucoup de bataillons de migrants, en réalité, notamment vers l'Europe, pour une raison simple, c'est qu'elle ne produit rien en l'occurrence, et que c'est la misère qui attend malheureusement, à ce moment-là en tout cas, ceux qui y restent. On l'oublie souvent, mais quitter son pays, c'est quand même un sacrifice, avant toute chose. Et on le quitte, généralement, c'est ce qu'ont fait mes parents, comme bien d'autres, pour donner une vie meilleure, un avenir meilleur à ses enfants. Et donc les enfants se sentent quand même lestés de ce poids-là. Hein, donc ils se disent, on n'a pas le droit à l'erreur, on doit bien réussir et tout ça. Donc ça vous donne une forme de gravité. Donc donner un sens à leur sacrifice, et deuxièmement les épauler, parce qu'on se rend quand même vite compte, même si on ne se victimisait pas particulièrement, mais quand même on se rendait compte que ben voilà, nos parents étaient vulnérables d'une certaine façon face à des institutions administratives dont ils ne maîtrisaient pas les codes, qui parfois n'étaient pas forcément en empathie avec eux, etc. Donc c'est nous qui, parce que nous maîtrisions le français et tout ça, allions finalement parler au nom de la famille sur plein de sujets dont normalement un enfant, un adolescent à cet âge-là ne prend pas la charge. Ma mère jouait un rôle quand même assez central dans ma vie de manière générale et puis dans mes prises de conscience. Mais ce qui était intéressant, c'était qu'elle était dans une forme elle-même de paradoxe, puisque à la fois c'est elle qui portait ce discours-là, il faut que ce soit différent pour vous les filles, notamment par les études, émancipez-vous. Et en même temps, dans la façon dont elle gérait ses propres enfants, on voyait bien qu'elle reproduisait des schémas classiques traitant de façon distincte les filles et les garçons. Mettre la table, aider à préparer à manger, etc., aider à faire le ménage. On voyait bien qu'on n'attendait absolument pas la même chose des filles et des garçons. Ce qui tiraille, par exemple, en tant que fille, très précisément, c'est le moment où vous arrivez à un âge où vos parents vous disent bah, « ce serait bien que tu te maries maintenant et on va organiser ça ». Et d'ailleurs, on sait avec qui il faudrait que tu te maries parce que c'est quelqu'un plus ou moins connu, enfin je veux dire dans une famille éloignée, etc. Donc ça ressemble à ça en fait. Et il y a des filles malheureusement pour lesquelles ça se passe mal, cette histoire. J'en souris, mais tout le monde ne peut pas y résister. Et donc, bon, il se trouve que chez nous, quand la question s'est posée, on y a résisté, ma sœur aînée comme moi. C'est vraiment des codes qui n'ont plus grand-chose à voir quoi, entre ceux des parents qui se sentent vraiment pour le coup dépassés, et ceux des enfants qui ont une aspiration à ce qu'on appelle l'intégration qui est énorme et qui du coup vont peut-être trop vouloir mettre de côté ce qui était leurs racines, ce qui était leur famille, etc. Donc en fait, moi j'ai l'impression que cette jeunesse-là que je suis en train de vous décrire et ces tensions, ces tiraillements entre on veut faire plaisir à ses parents et finalement ressembler à ce qu'ils voudraient qu'on soit, et en même temps on veut ressembler à cette société d'accueil dans laquelle on est assis entre deux chaises, etc. C'est quelque chose qu'il faudrait creuser un peu plus parce que ça crée du mal-être, je pense. Et en même temps, il faut dire aussi aux gens, il ne faut pas non plus tout dramatiser, il faut dire que ce n'est pas grave, que c'est aussi ce tiraillement qui est créatif, qui est une force créative d'une certaine façon, parce qu'on invente autre chose. Mais qu'est-ce que c'est agréable quand on avance en âge et qu'on trouve enfin la maturité et l'équilibre qui permet de ne plus être dans ce tiraillement et de, au contraire, rendre complémentaires ces différentes facettes de soi. Je pousse la porte d'un centre d'information et d'orientation et je tombe sur une brochure, c'est celle de Sciences Po. Il y a deux choses intéressantes quand même dans cette anecdote. La première, c'est comment est-ce que je peux découvrir l'existence d'une école comme Sciences Po seulement en licence de droit. Donc le déficit d'information quand même de territoire comme le mien, c'est un petit sujet pour ce qui est des questions d'égalité scolaire, hein, évidemment. Et deuxième sujet, c'est que quand je décide de préparer le concours, je m'en ouvre notamment à un de mes professeurs voilà, à qui je dis, voilà, je compte préparer ce concours. Et alors que j'étais quand même une très bonne étudiante, a priori, hein, j'avais de très bons résultats en droit, le professeur en question me dit « mais je préfère te prévenir que tu ne sois pas déçu, c'est très 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 sélectif, donc je ne sais pas, enfin voilà quoi, ne te fais pas non plus d'illusions ». Et ça m'est resté.
Donc je passe le concours, finalement je suis admise et je me retrouve dans cette école. À cette époque-là, il y a une absence flagrante de diversité des visages, ça se note tout de suite, c'est une évidence. Cette limitation aux aspirations qu'on pourrait avoir pour des raisons qui sont complètement indépendantes de votre volonté, avez-vous choisi un jour de naître ceci ou de naître cela, elle m'est insupportable. Et donc je pense que dans toute société, le sens du progrès, c'est d'enlever une à une ces limitations. Mon expérience auprès d'une députée, donc Béatrice Mar à l'Assemblée nationale, encore une fois, était très très utile parce que elle en faisait l'expérience. De la difficulté à trouver sa place quand on est une femme en politique, et qu'elle me l'a raconté très très régulièrement, et elle en souffrait, et je voyais bien. Pardon ? Vous pouvez répéter un petit peu plus fort ce que vous venez de dire, monsieur le sénateur. Vous venez de dire, parce que des fois que ce ne serait pas au JO, vous venez de dire à mon propos, pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana? Je souhaite que soit bien inscrit. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Sido. Je crois que vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette Assemblée. J'ai quand même souvenir vraiment de cette époque où se déchaînaient tous ces arguments sur le mode pourquoi faudrait-il donner un coup de pouce particulier aux femmes, elles n'ont qu'à être compétentes et on les retrouvera dans les postes à responsabilité, etc. etc. Et j'ai souvenir d'avoir été très 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 énervée par ce type d'argument. Les résistants à une évolution légitime et qui serait bienvenue ne vont pas résister en dévoilant leurs intentions véritables et dire bah non, nous on est contre la parité parce qu'on n'est pas pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ils vont dire nous on est contre la parité parce que vous êtes en train de remettre en cause l'universalisme républicain, quelque chose comme ça. Je me souviens notamment de la mauvaise foi des partis qui répondent mais en fait on les trouve pas, il n'y a pas les viviers. L'espérance de vie en bonne santé notamment. Oh, ça suffit, là. Mais qui c'est qui s'est fait ça? Enfin, franchement, arrêtez, quoi. Je suis pas une poule, hein. C'est bon. Il y a des comportements incroyables. La durée moyenne de cotisation est de 35 ans pour les femmes. Des années plus tard, en 2014, quand je suis ministre des droits des femmes, dans la loi égalité réelle entre les femmes et les hommes, j'adopterai notamment une disposition qui augmente considérablement les pénalités faites aux partis politiques qui ne respectent pas pour de vrai les lois parité. Et du coup, ça se chiffre à plusieurs millions d'euros pour un parti politique qui ne joue pas le jeu. Et à ce moment-là, donc la loi date de 2014, donc les élections suivantes sont celles de 2017. Et en fait, on voit un vrai changement en 2017 où enfin on doit être à plus de 40% de femmes maintenant à l'Assemblée nationale parce qu'en fait, la plupart des partis ont enfin joué le jeu. Je ne suis pas d'une famille particulièrement politisée, loin s'en faut, puisque mes parents ne sont pas de nationalité française, qu'ils se sont installés en France au début des années 80 avec nous autres, mais vraiment dans un rapport justement à cette nouvelle vie qui était fait de discrétion, de ne pas faire de vagues, d'être toléré plutôt que véritablement accepté. Donc, tout ça fait que l'idée de prendre la parole, de s'investir dans le champ politique, d'avoir un avis sur, etc., en fait, d'investir sa citoyenneté, elle est venue quand même assez tardivement chez moi. En fait, ce qui s'est passé très concrètement, c'est qu'au moment des élections d'avril 2002, je m'organise mal, c'est mon premier vote, j'ai pas pensé à faire de procuration, on est avec un groupe d'amis à l'étranger, et en fait, depuis l'étranger, en l'occurrence l'Espagne, on prend connaissance le 21 avril 2002 du fait que, en fait, au second tour, c'est pas la gauche et la droite. Alors moi, déjà, je me sentais plus proche de la gauche à l'époque, mais la droite et l'extrême droite qui arrivent au second tour d'une élection présidentielle. Et le choc ressenti à ce moment-là, en fait, c'est ce choc-là qui a servi de déclencheur chez moi. On vient d'Ardard dès le lendemain matin à Paris avec mon groupe d'amis. On fait partie, voilà, des manifestants, etc. On vote, on appelle à voter pour Jacques Chirac évidemment, et puis après, une fois l'élection présidentielle passée, je me dis bon bah voilà, ça c'était ok, c'était ce qu'il y avait de plus urgent à faire, mais maintenant quelle conclusion tu en tires pour la suite? J'étais plutôt de gauche, je veux dire toutes les expériences d'activisme associatif que j'avais eues, de militantisme associatif étaient dans des structures qui visaient à plus de justice sociale, plus de solidarité, enfin plus d'égalité, donc c'était vraiment les valeurs et l'ADN de la gauche. Mais par contre, au sein de la gauche, il y avait différentes formations politiques et à ce moment-là, ma conclusion, c'est je veux une formation politique qui a vocation à diriger et pas simplement à gouverner et pas simplement à tenir des discours incantatoires, et c'est ce qui me fait rejoindre finalement le Parti socialiste. Ma première élection, c'est les élections régionales de 2004.
Et je me souviens, ça répond un peu à votre question, comment on est accueilli quand on est une jeune femme, y compris au PS, etc. À la fois, bon, on me laisse la possibilité de venir jouer le jeu d'une certaine façon, mais en même temps, on me met tout en bas de la liste. Je suis la dernière à passer, mais je passe. Et donc, je deviens, contre toute attente, conseillère régionale. Et là, c'est vrai que je sens d'ores et déjà certains fourbir leurs armes, quand même, mais du coup, là, ça devient du sérieux, elle est en train de prendre la place d'eux, etc. Et donc, c'est vrai que ma réaction, comme beaucoup de femmes, je pense, c'est de travailler 3 fois plus. C'est de travailler 3 fois plus pour justifier d'une légitimité qu'on vous conteste. Non, mais c'est une femme qui parle, c'est toujours un petit peu difficile de l'écouter. Je vous rappelle que nous sommes à l'Assemblée nationale française, que nous avons un devoir d'exemplarité, que ce devoir d'exemplarité a été battu en brèche à de très nombreuses reprises, sur l'égalité homme-femme, où chaque fois à chaque fois qu'il y a une possibilité de réduire le rôle de la femme ici, elle est utilisée. Donc, une personne qui demande à être appelée selon son titre a le droit d'être appelée selon son titre, surtout si elle est une femme. Il y a des petites filles ici qui regardent la télévision, qui vont entendre ce qui s'est passé là aujourd'hui et qui ont besoin de voir que nous défendons leurs droits, que nous défendons leurs droits à l'égalité. Allez. Je vous remercie. En 2007, lorsque Ségolène Royal me propose d'être l'une de ses porte-paroles, je plonge dans le grand bain de la politique nationale. Jacques-Alain Benisti. Merci, Monsieur le Président. Vous me permettrez, Madame la Ministre, de vous féliciter pour le choix de la couleur de votre tailleur. Le vert vous va effectivement à merveille. Merci. Je ne suis pas sûr, chers collègues, qu'il soit pertinent que nous fassions des remarques sur la densité de vos moustaches. Ça a été une souffrance de constater qu'il y avait une part d'hostilité à l'égard de Ségolène Royal liée au fait qu'elle soit femme. Je ne dis pas que tout était lié à ça, mais une part quand même clairement. Et notamment d'ailleurs dans le traitement médiatique. En fait, ce n'est pas forcément les gens eux-mêmes, c'est à un moment donné le récit qui s'installe de la cruche, etc. Enfin, je ne vais pas revenir dessus. Mais qui va donc garder les enfants, ce n'est pas les médias en l'occurrence. Oui, 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 vous avez raison. Il y a aussi des petits copains politiques. D'une autre génération. Ouais, c'est clair. Mais bon, cela étant, je pense que celui qui a prononcé ces mots doit le regretter, doit l'avoir regretté depuis, parce que fort heureusement, la société est devenue très intolérante sur ce genre de bêtises. Mais en tout cas, sur le moment, j'ai vraiment le sentiment qu'on n'est pas encore arrivé à maturité pour avoir une femme présidente de la République, et c'est vrai que c'est un peu déprimant en fait de se dire ça. Monsieur le Président, Allez, écoutez. Mesdames et Messieurs les députés, mais surtout Messieurs, visiblement, Monsieur le député Fromentin. On est au tout début de mon ministère pour le coup des droits des femmes, donc on est en juin 2012. Et donc une journaliste me propose de venir faire une interview de moi dans laquelle j'exposerai mes priorités, mon plan de bataille pour ce ministère des droits des femmes. J'en suis ravie, ça va être une belle interview dans un grand journal et tout ça. Et donc elle vient, on s'installe dans mon bureau. Il se trouve que dans mon bureau de ministre, j'ai une table transparente, des sièges transparents. Elle est assise face à moi et puis on fait toute l'interview. Je suis totalement évidemment concentrée sur ce que j'ai à lui raconter. Et l'interview se termine et donc quelques jours plus tard, le papier sort. La photo qui accompagne le papier, c'est une photo qui a été prise de moi pendant l'interview, mais comme je le disais, j'étais très concentrée sur mon interlocutrice et donc je n'avais pas vu que le photographe, en fait, s'était mis à l'autre bout de la pièce, visiblement accroupi, pour prendre la photo d'en bas. Et donc, du coup, je me retrouve avec une photo. Je portais une robe ce jour-là qui était un peu remontée, du coup, dans le siège. Enfin, on avait l'impression que j'avais pas de robe, ou que j'avais pas de jupe, ou que j'avais juste un haut, mais pas de bas. Et c'était extrêmement choquant, évidemment. C'était incroyable. Et la mise en abîme, j'allais dire, du titre et de la photo, c'était particulièrement violent. Donc c'était ma première grosse interview de ministre. C'est vrai que je l'ai prise, mais en plein dans la figure. En plus, les gens ne comprennent pas, évidemment. Ils se disent mais pourquoi tu as fait ça? Genre, mais ouais, j'ai choisi. J'ai trouvé que c'était très pertinent. donc même les gens bien intentionnés à votre endroit ne comprennent pas.
La plupart des jeunes femmes politiques de l'époque, vous trouverez toujours un exemple de photo prise n'importe comment, genre comme ça, où on a l'impression que le décolleté n'en finit pas. Enfin, c'est quand même toujours un problème, l'iconographie, l'image. Donc c'est vrai que pour moi, ça a été des exemples de choses qui n'allaient pas. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'au contraire, la loi parité devienne une généralité à l'échelle du monde et que peut-être un jour, elle soit utile aux hommes aussi à continuer d'être représentés parce que quelque part, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais on aura toujours besoin de cet équilibre des sexes-là. Le féminisme, ça n'a jamais été, en tout cas dans ma conception des choses, la volonté de remplacer une domination masculine par une domination féminine. Le féminisme, c'est juste de rétablir de l'équilibre. Et ces lois, elles servent à cela.